Au cœur de Washington, sur une avenue que le monde entier connaît par son nom, se dresse une demeure qui incarne à elle seule l'idée même du pouvoir. 230 années d'histoire, des dizaines de familles qui s'y sont succédées, des décisions qui ont changé la face du monde, prises entre ces murs. Et pourtant, derrière la façade blanche, immaculée, presque irréelle à force de perfection, il existe une histoire que l'on raconte rarement. Une histoire qui ne figure pas dans les brochures touristiques. Une histoire qui ne s'affiche pas sur les panneaux d'information disposés le long de Pennsylvania Avenue. Pour que ce lieu existe, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a fallu un effort humain colossal. Un effort que notre époque peine à imaginer. Des centaines de mains, certaines libres, d'autres non, ont posé chaque pierre, taillé chaque poutre, creusé chaque fondation. Et c'est précisément là que commence notre exploration. Comment a-t-on réellement financé la construction d'un tel édifice, dans une nation qui venait à peine de naître? Qui étaient ces hommes et ces femmes dont le travail a rendu possible ce symbole de liberté, alors même que certains d'entre eux n'en jouissaient pas? Et pourquoi, aujourd'hui, des millions de visiteurs traversent ces couloirs chaque année sans jamais s'interroger sur ce que cette maison a véritablement coûté, au-delà de l'argent? Dans les prochaines minutes, nous allons parcourir l'histoire documentée de la Maison Blanche. Nous allons remonter le temps, observer les faits, replacer chaque événement dans son contexte et réfléchir ensemble à ce que cette demeure représente, au-delà du symbole. Si les histoires de grandes demeures, de palais et des mondes qui ont existé à l'intérieur de leurs murs vous passionnent, abonnez-vous. On commence. Officiellement, la Maison Blanche est la résidence et le bureau du président des États-Unis d'Amérique. C'est l'un des bâtiments les plus célèbres de la planète, reconnu instantanément par des milliards de personnes, qu'elles s'intéressent ou non à la politique. Sa construction a débuté en 1792 sous la présidence de George Washington, bien que ce dernier n'y ait jamais vécu. Le premier président à y résider fut John Adams en 1800, alors que le bâtiment n'était même pas terminé. L'architecte choisi pour dessiner les plans s'appelait James Hoban, un Irlandais de talent qui avait remporté un concours ouvert à tous. Son design s'inspirait de Leinster House, à Dublin, un édifice néoclassique d'une élégance sobre, avec ses colonnes, ses proportions harmonieuses et cette blancheur caractéristique qui allait devenir la signature visuelle du pouvoir américain. Le bâtiment compte 132 pièces, 35 salles de bain, 28 cheminées, 8 escaliers et 3 ascenseurs. Il s'étend sur environ 5100 mètres carrés de surface habitable, sans compter les ailes est et ouest, ajoutées bien plus tard. Le terrain sur lequel il repose couvre environ 7 hectares, soigneusement entretenu, protégé, surveillé en permanence. Aujourd'hui, la Maison Blanche est classée monument historique national. Elle est à la fois résidence privée, siège du pouvoir exécutif et musée vivant. Chaque année, des centaines de milliers de visiteurs franchissent les portes lors de visites guidées. Ils admirent les salons, les portraits de présidentiels, les lustres, les tapis, les dorures. Ils photographient voir la façade sud depuis l'Ellipse, la façade nord depuis Lafayette Square. Ils repartent avec l'image d'un lieu majestueux, serein, presque hors du temps. Et c'est précisément cette image que l'on cultive depuis plus de 2 siècles. Mais toute grande construction possède une histoire plus vaste, mais plus complexe que celle que l'on présente aux visiteurs. Et la Maison Blanche ne fait pas exception. Pour comprendre ce que cette demeure représente réellement, il faut revenir au moment de sa conception. Il faut se replacer dans le contexte d'une nation qui n'avait que quelques années d'existence. Une nation qui cherchait à se définir, à s'affirmer sur la scène mondiale, à prouver qu'une république pouvait rivaliser avec les monarchies européennes. Et pour cela, il lui fallait un symbole tangible, visible, imposant, un bâtiment qui dirait au monde entier que cette jeune nation était là pour durer. La décision de construire une résidence présidentielle permanente ne fut pas anodine. Elle reflétait une ambition politique autant qu'architecturale. George Washington lui-même supervisa le choix de l'emplacement, au bord du fleuve Potomac, dans un district fédéral tout neuf, créé de toutes pièces pour devenir la capitale. Ce district, qui allait porter son nom, qui n'était à l'époque qu'une étendue de marécages, de forêts et de terres agricoles. Il fallut
tout imaginer, tout planifier, tout construire à partir de rien. Et c'est là que l'histoire commence à se compliquer, car construire un palais dans un marécage, à la fin du XVIIIe siècle, avec les moyens techniques de l'époque, relevait d'un défi considérable. Les fonds étaient limités. Le Congrès avait voté un budget, mais celui-ci s'avéra rapidement insuffisant. Les matériaux devaient être acheminés sur de longues distances. La pierre de taille venait de carrières situées en Virginie et dans le Maryland. Le bois provenait des forêts environnantes. Et la main-d'œuvre, elle, provenait de sources que notre époque regarde avec un malaise profond. Car il est aujourd'hui historiquement établi, et reconnu par la Maison-Blanche elle-même dans ses publications officielles, qu'une partie significative des ouvriers qui ont construit ce bâtiment étaient des personnes réduites en esclavage. Ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas une hypothèse. C'est un fait documenté, attesté par les registres de paie de l'époque, où l'on retrouve des paiements versés non pas aux travailleurs eux-mêmes, mais à leurs propriétaires. Des hommes, des femmes parfois, ont taillé la pierre, transporté les matériaux, a creusé les fondations de ce qui allait devenir le symbole le plus puissant de la démocratie moderne. Et ils l'ont fait sans aucune liberté de choix. Il est important de préciser que tous les ouvriers n'étaient pas dans cette situation. Des artisans libres, blancs et noirs, des immigrants européens, notamment écossais et irlandais, ont également participé au chantier. James Hoban lui-même avait fait venir des tailleurs de pierre d'Écosse. Des ouvriers locaux, rémunérés, et ont travaillé aux côtés de ceux qui ne l'étaient pas. C'était le système de l'époque, un système que beaucoup considéraient comme normal, comme allant de soi, et c'est peut-être cela le plus troublant. Non pas qu'il y ait eu exploitation, car l'histoire de l'humanité en est malheureusement remplie, mais que cette exploitation ait servi à construire un édifice censé incarner la liberté. Ce paradoxe, les historiens l'ont souligné depuis des décennies. Il ne s'agit pas de juger les hommes du XVIIIe siècle avec les critères du XXIe. Il s'agit simplement de regarder les faits tels qu'ils sont, de les nommer et de réfléchir à ce qu'ils impliquent. Le chantier dura 8 ans. 8 années de travaux, d'ajustements, de retards, de compromis budgétaires. Lorsque John Adams emménagea en novembre 1800, les murs étaient fallés debout, mais l'intérieur était loin d'être achevé. Et l'humidité des marécages environnants s'infiltrait partout. Les plâtres ne séchèrent pas. Abigail Adams, l'épouse du président, écrivit dans une lettre célèbre qu'elle devait faire sécher le linge dans la grande salle d'apparat, faute de place ailleurs. La Maison-Blanche, dans ses premières années, n'avait rien du palais rutilant que l'on imagine. C'était un chantier permanent, un lieu inconfortable, humide, mal chauffé, où les courants d'air traversèrent les pièces et où l'on vivait dans une sorte d'improvisation constante. Mais elle était là, elle existait. Et c'était ce qui comptait. Car au-delà du confort, au-delà de l'esthétique, cette maison représentait une idée. L'idée qu'un chef d'État élu pouvait disposer d'une résidence digne sans pour autant vivre dans un palais royal. George Washington avait d'ailleurs insisté sur ce point. Il ne voulait pas d'un Versailles américain. Il ne voulait pas de trône, pas de cour, pas de protocole monarchique. Il voulait une maison, grande, certes, imposante, sans doute, mais une maison, pas un château. Et pourtant, dès les premières années, la Maison-Blanche devint bien plus qu'une simple résidence. Elle devint un lieu de pouvoir, un lieu où se prenaient des décisions qui allaient affecter des millions de vies, un lieu où se nouaient des alliances, où se tramaient des stratégies, où se jouait l'avenir d'un continent. Et avec le pouvoir, vinrent les secrets. Les premiers présidents qui occupèrent la Maison-Blanche y apportèrent dans leurs ambitions, leurs contradictions, leurs drames personnels. Thomas Jefferson, 3e président, y vécut de 1801 à 1809. C'est lui qui commença véritablement à aménager les lieux, à leur donner une personnalité. Il fit installer de l'eau courante, aménagea des jardins, commanda du mobilier français. Homme de goût, passionné d'architecture, il transforma la demeure en un lieu plus habitable et plus raffiné. Mais Jefferson était aussi l'un des plus grands propriétaires d'esclaves de Virginie. À Monticello, sa plantation, des centaines de personnes vivaient sous son autorité, sans liberté, sans droit, sans reconnaissance. Et certains documents historiques, ainsi que des analyses génétiques modernes,
indiquent avec une forte probabilité qu'il entretint une relation de longue durée avec Sally Hemings, une femme réduite en esclavage qui faisait partie de sa maisonnée. Cette relation est longtemps niée par les descendants officiels de Jefferson, est aujourd'hui largement acceptée par la communauté historique, bien que certains détails restent discutés. Le fait qu'un homme qui écrivit les mots « tous les hommes sont créés égaux » ait vécu dans cette contradiction permanente est l'un des paradoxes fondateurs de l'histoire américaine. Et la Maison-Blanche, en tant que lieu où ces contradictions se sont incarnées physiquement, en porte la trace. Les murs blancs de la résidence présidentielle ont été les témoins silencieux de ces tensions. Des tensions entre l'idéal proclamé et la réalité vécue, entre la rhétorique de la liberté et la pratique de l'asservissement, entre l'image publique et la vie privée. Ces tensions n'étaient pas propres à Jefferson, bien entendu. Elles traversaient toute la société américaine de l'époque. Mais la Maison-Blanche, parce qu'elle était le centre du pouvoir, les concentrait, les amplifiait et même les rendait presque insoutenables dans leur visibilité. Les années passèrent, les présidents se succédèrent, et la maison, elle, continua de se transformer. James Madison et son épouse Dolley y apportèrent une dimension sociale nouvelle, organisant des réceptions somptueuses qui faisaient de la résidence un lieu de rencontre pour l'élite politique et diplomatique. Mais en août 1814, tout faillit s'arrêter. Les troupes britanniques, et dans le cadre de la guerre de 1812, envahirent Washington et incendièrent la Maison-Blanche. L'incendie fut dévastateur. Les flammes consumèrent l'intérieur du bâtiment, ne laissant que les murs extérieurs en pierre, noircis, calcinés, méconnaissables. Dolley Madison, selon la tradition, aurait sauvé le célèbre portrait de George Washington peint par Gilbert Stuart, en le faisant décrocher et emporter avant l'arrivée des soldats britanniques. Ce geste, devenu légendaire, symbolise à lui seul l'attachement que les Américains développèrent très tôt pour cette maison et ce qu'elle représentait. La reconstruction prit 3 ans. James Hoban, l'architecte original, fut rappelé pour superviser les travaux. Et c'est à cette occasion, selon certains historiens, que les murs extérieurs furent repeints en blanc pour masquer les traces de l'incendie, donnant ainsi au bâtiment le surnom qui allait devenir son nom officiel bien des décennies plus tard. D'autres chercheurs contestent cette version, affirmant que la pierre avait toujours été blanchie à la chaux pour la protéger des intempéries, bien avant l'incendie. Le débat reste ouvert. Mais quoi qu'il en soit, la Maison-Blanche renaissait de ses cendres, plus blanche que jamais, plus symbolique que jamais. Et les secrets, eux aussi, continuaient de s'accumuler entre ces murs. Car cette maison n'était pas seulement un lieu de pouvoir politique, c'était aussi un foyer, un endroit où des familles vivaient, mangeaient, dormaient, riaient, pleuraient. Un endroit où des enfants grandissaient sous le regard du monde. Un endroit où des couples s'aimaient ou se déchiraient, loin des caméras et des journaux. Et la mort, elle aussi, s'invitait régulièrement dans cette demeure. Plusieurs présidents y sont décédés, certains de maladie, d'autres dans des circonstances bien plus dramatiques. William Henry Harrison, 9e président, est mouru à la Maison-Blanche le 4 avril 1841, seulement 31 jours après son investiture. La cause officielle de son décès fut une pneumonie, bien que des études récentes suggèrent qu'il aurait pu succomber à une fièvre typhoïde, provoquée par la contamination de l'eau potable de la Maison-Blanche. Car il faut savoir que pendant une grande partie du XIXe siècle, les conditions sanitaires à l'intérieur de la résidence présidentielle étaient, selon nos critères de moderne, déplorables. Le système d'égout de Washington était rudimentaire. Les eaux usées de la ville se déversaient dans des canaux à ciel ouvert, non loin de la Maison-Blanche. Les marécages environnants favorisèrent la prolifération des moustiques et des maladies. Plusieurs membres des familles présidentielles tombèrent malades, et certains n'y survécurent pas. Willie Lincoln, le fils de 11 ans d'Abraham Lincoln, qui mourut à la Maison-Blanche le 20 février 1862, très probablement de fièvre typhoïde. Sa mort plongea la famille Lincoln dans un deuil profond. Mary Todd Lincoln, la première dame, fut si dévastée qu'elle ne put plus jamais entrer dans la chambre où son fils avait rendu son dernier souffle.
On raconte, et c'est ici que l'histoire documentée rencontre la légende, que Mary Todd Lincoln organisa des séances de spiritisme à la Maison-Blanche, tentant désespérément d'entrer en contact avec l'esprit de son fils défunt. Plusieurs témoignages d'époque mentionnent ces séances, bien que leur nature exacte et leur fréquence restent sujettes à débat parmi les historiens. Ce qui est certain, c'est que la douleur de cette famille emplit les murs de la résidence d'une tristesse que les visiteurs d'aujourd'hui ne soupçonnent guère. Abraham Lincoln lui-même, quelques années plus tard, allait connaître un destin tragique, mais sa mort, qui le 14 avril 1865 survint au théâtre Ford, non à la Maison-Blanche. C'est là qu'il fut abattu par John Wilkes Booth. Transporté dans une maison en face du théâtre, il y mourut au petit matin, sans jamais avoir repris connaissance. Son corps fut ensuite ramené à la Maison-Blanche, où il reposa en chapelle ardente dans la salle Est. Cette même salle où, quelques années plus tôt, des réceptions joyeuses avaient rassemblé l'élite de Washington. La Maison-Blanche était devenue, en quelques heures, un lieu de deuil national. Et ce ne serait pas la dernière fois. Les décennies qui suivirent la guerre de sécession transformèrent profondément les États-Unis, et avec eux, la Maison-Blanche. La nation se reconstruisait, s'industrialisait, s'étendait vers l'ouest à une vitesse vertigineuse. Et la résidence présidentielle, fidèle reflet du pays qu'elle incarnait, devait elle aussi évoluer, s'adapter, se moderniser. Mais moderniser un bâtiment pensé pour le XVIIIe siècle n'était pas chose simple. Chaque président qui s'y installait découvrait les mêmes problèmes. Des plafonds qui s'affaissaient, des canalisations vétustes, des installations électriques posées à la hâte, sans véritable plan d'ensemble. Des pièces trop petites pour les réceptions officielles, trop grandes pour une vie de famille intime. La Maison-Blanche était, d'une certaine manière, une maison en contradiction permanente avec elle-même. Trop modeste pour rivaliser avec les palais européens, trop imposante pour être un véritable foyer. Et cette tension entre la fonction publique et la vie privée allait marquer l'existence de chaque famille qui y résida. Chester Arthur, 21e président, refusa catégoriquement d'emménager dans la Maison-Blanche en 1881 tant que le bâtiment n'aurait pas été rénové selon ses standards. Il fit vendre aux enchères 24 charretées de meubles et d'objets anciens, certains datant des premières années de la République, pour les remplacer par un décor plus moderne, plus élégant à ses yeux. Cette vente, réalisée sans grande considération pour la valeur historique des pièces, est aujourd'hui regardée par les conservateurs du patrimoine comme une perte considérable. Des objets qui avaient appartenu au premier président, des meubles sur lesquels s'étaient assis Jefferson, Madison, Monroe, furent dispersés, vendus à des particuliers, parfois pour des sommes dérisoires. C'est l'un des premiers exemples de ce que l'on pourrait appeler la tension entre préservation et modernité. Une tension qui allait accompagner la Maison-Blanche tout au long de son existence. Car comment habiter un monument ? Comment vivre au quotidien dans un lieu que la nation entière considère comme le sien ? Comment accrocher un tableau, déplacer un fauteuil, changer une tapisserie, quand chacun de ces gestes peut être perçu comme une atteinte au patrimoine collectif ? Cette question, chaque première dame l'a affrontée à sa manière. Et certaines y ont répondu avec une vision qui allait profondément marquer l'histoire de la demeure. Mais avant de parler de celles qui ont façonné l'intérieur de la Maison-Blanche, il faut s'arrêter un instant sur ceux qui la faisaient fonctionner au quotidien. Car derrière chaque réception, derrière chaque dîner d'État, ou derrière chaque visite officielle, il y avait une armée invisible de travailleurs. Des domestiques, des cuisiniers, des jardiniers, des valets, des femmes de chambre, des majordomes. Pendant une grande partie du XIXe siècle, une part significative de ce personnel était composée de personnes afro-américaines. Certaines d'entre elles, avant la guerre de sécession, étaient des personnes réduites en esclavage et amenées par les présidents sudistes qui les considéraient comme faisant partie de leur maisonnée. James K. Polk, 11e président, amena ses esclaves à la Maison-Blanche lorsqu'il prit ses fonctions en 1845. Zachary Taylor fit de même en 1849. Ces hommes et ces femmes travaillaient dans les cuisines, entretenaient les jardins, servaient à table lors des dîners officiels. Ils vivaient dans les dépendances, dans les sous-sols, dans ces espaces que les visiteurs ne voient jamais. Leurs noms, pour la plupart,
n'ont pas été retenus par l'histoire. Leurs visages n'apparaissent sur aucun portrait officiel. Leur contribution au fonctionnement quotidien de la plus célèbre résidence du monde a été, pendant très longtemps, tout simplement ignorée. Ce n'est que relativement récemment que des historiens ont commencé à s'intéresser à ces vies effacées, à chercher dans les archives les traces de ces existences invisibles. Le projet Slavery in the President's Neighborhood, mené par la White House Historical Association, a permis de documenter une partie de cette histoire. Des noms ont été retrouvés, des parcours reconstitués, des destins sortis de l'oubli. Et ce travail de mémoire, encore en cours, révèle une dimension de la Maison-Blanche que l'on préfère souvent ne pas regarder en face. Après la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage, le personnel de la Maison-Blanche continua d'être majoritairement afro-américain. Mais cette fois, ces hommes et ces femmes étaient des employés rémunérés, libres de leurs mouvements, théoriquement égaux en droit. Théoriquement. Car dans la réalité, la ségrégation et les discriminations continuaient de marquer profondément la société américaine. Et la Maison-Blanche n'y échappait pas. Woodrow Wilson, 28e président, et fit de la ségrégation une politique officielle au sein de l'administration fédérale à partir de 1913. Des bureaux furent séparés, des cafétérias divisées, des toilettes réservées. Et tout cela se passait dans la capitale d'un pays qui se présentait comme le champion de la liberté. La Maison-Blanche elle-même devint, à cette période, un lieu où les contradictions de l'Amérique se manifestaient avec une clarté presque douloureuse. Mais poursuivons notre traversée du temps. Car la maison, elle, ne cessait de se transformer. En 1902, Theodore Roosevelt entreprit la rénovation la plus ambitieuse depuis la reconstruction après l'incendie britannique. C'est lui qui fit construire l'aile ouest, séparant pour la première fois les bureaux présidentiels de la résidence familiale. Jusqu'alors, le président travaillait et vivait dans les mêmes espaces, au deuxième étage du bâtiment principal. Les enfants jouaient dans les couloirs où circulaient les conseillers. Les visiteurs officiels croisaient les nourrices. La frontière entre le public et le privé était, pour le moins, floue. Roosevelt, père de 6 enfants turbulents, décida que cela ne pouvait plus durer. L'aile ouest devint le centre névralgique du pouvoir exécutif. Et la résidence, enfin, put respirer un peu seulement. Car la Maison-Blanche restait, malgré tout, un bâtiment vieillissant, constamment sollicité, constamment modifié, et dont la structure même commençait à donner des signes inquiétants de fatigue. Les planchers grinçaient, les murs se fissuraient. Un lustre du premier étage traversa un jour le plafond de la salle à manger d'État, manquant de peu les convives. Le piano de Margaret Truman, la fille du président Harry Truman, commença à s'enfoncer à travers le plancher de sa chambre. Des ingénieurs appelés pour inspecter la structure firent un constat alarmant. La Maison-Blanche, telle qu'elle existait en 1948, était structurellement dangereuse. Les fondations étaient insuffisantes. Les poutres en bois, ajoutées et modifiées au fil des décennies sans plan d'ensemble, ne supportaient plus le poids des étages supérieurs. Le bâtiment, selon les experts, risquait tout simplement de s'effondrer. Harry Truman prit alors une décision radicale. La famille présidentielle déménagea à Blair House, à la résidence d'accueil située de l'autre côté de Pennsylvania Avenue. Et la Maison-Blanche fut entièrement évidée. Oui, évidée. On conserva les murs extérieurs, cette façade blanche que le monde entier reconnaissait, et on détruisit absolument tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Chaque plancher, chaque cloison, chaque escalier, chaque élément de décor. Tout fut retiré, catalogué quand c'était possible et stocké. Puis, on reconstruisit l'intérieur de zéro, cette fois sur une ossature en acier, et moderne, solide, conçue pour durer. Les travaux durèrent de 1949 à 1952. Ils coûtèrent 5 700 000 $ de l'époque, une somme considérable. Et lorsque la famille Truman réintégra la Maison-Blanche, c'était en réalité un bâtiment entièrement neuf, dissimulé derrière une façade ancienne. Cette dualité est fascinante. La Maison-Blanche que l'on visite aujourd'hui n'est pas, à proprement parler, la maison originale. C'est une reconstruction fidèle, méticuleuse, respectueuse de l'histoire, mais une reconstruction tout de même.
Les murs extérieurs sont d'origine, certains datant même de la reconstruction après l'incendie de 1814. Mais l'intérieur est celui des années 50, restauré et entretenu depuis lors. C'est un peu comme si la Maison Blanche était un palimpseste architectural. Un texte écrit, effacé, réécrit par-dessus, couche après couche, siècle après siècle. Et chaque couche raconte une histoire différente. Parlons maintenant de ce que cette maison a vu de plus sombre. Non pas les fantômes dont parlent les légendes, bien que nous y viendrons, mais les drames bien réels qui s'y sont joués. La Maison Blanche a été le théâtre de deuils déchirants. Nous avons évoqué Willie Lincoln. Mais il ne fut pas le seul enfant à mourir entre ces murs. Le fils de Calvin Coolidge, Calvin Jr., mourut en juillet 1924, à l'âge de 16 ans, d'une septicémie provoquée par une ampoule au pied qu'il s'était faite en jouant au tennis sur les cours de la Maison Blanche. Une ampoule au pied, un geste anodin, un après-midi d'été, un jeu entre adolescents, et en quelques jours, la mort. Calvin Coolidge, dans son autobiographie, écrivit des mots d'une sobriété bouleversante. Il dit que lorsque son fils mourut, le pouvoir et la gloire de la présidence moururent avec lui, qu'il ne fut plus jamais le même homme, que la Maison Blanche devint pour lui un lieu de souffrance qu'il ne pouvait plus habiter sereinement. Et combien d'autres drames, moins connus, se sont déroulés dans cette demeure. Des épouses sombrant dans la dépression, isolées par le protocole et la surveillance constante. Jane Pierce, l'épouse de Franklin Pierce, avait perdu son dernier fils survivant dans un accident de train 2 mois avant l'investiture de son mari, en 1853. Elle passa une grande partie de sa vie à la Maison Blanche, recluse dans ses appartements, écrivant des lettres à son enfant mort, refusant de participer à la vie sociale de la résidence. On dit qu'elle était le fantôme le plus visible de la Maison Blanche, bien qu'elle fût encore en vie. Mary Todd Lincoln, dont nous avons déjà parlé, ne se remit jamais de la perte de son fils Willie, ni de l'assassinat de son époux. Elle quitta la Maison Blanche dans un état de détresse psychologique profond et fut plus tard internée dans un établissement psychiatrique à la demande de son propre fils Robert. La Maison Blanche ne protégeait personne, ni des maladies, ni du chagrin, ni de la folie des hommes. Elle était simplement le cadre dans lequel ces drames se déroulaient, avec une solennité particulière, comme si les murs eux-mêmes amplifiaient chaque émotion, chaque perte, chaque douleur. Et puis, il y a les morts violentes. 4 présidents américains ont été assassinés en fonction. Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901, John Fitzgerald Kennedy en 1963. Aucun d'entre eux n'a été tué à l'intérieur de la Maison Blanche, mais pour chacun d'entre eux, la nouvelle de leur mort est parvenue entre ces murs, transformant instantanément la résidence en un lieu de crise, de chaos, de deuil. Le corps de Lincoln y fut exposé. Celui de Kennedy y reposa brièvement avant ses funérailles nationales. Et chaque fois, la Maison Blanche dut jouer ce double rôle impossible. Être à la fois le lieu du deuil intime et le centre de la continuité du pouvoir. Pleurer et gouverner, en même temps, dans les mêmes pièces. Il y eut aussi les tentatives d'assassinat qui visèrent directement la résidence. En 1950, et 2 nationalistes portoricains tentèrent d'assassiner Harry Truman à Blair House, où il résidait pendant les travaux de rénovation. L'un des assaillants fut tué. Un agent de la police de la Maison Blanche, Leslie Koffelt, perdit également la vie en protégeant le président. Truman, qui faisait la sieste à l'étage au moment de l'attaque, ne fut pas blessé. Mais l'événement rappela brutalement que la résidence présidentielle, malgré toutes ses protections, restait un lieu vulnérable. Un lieu où le pouvoir et le danger coexistaient en permanence. Au-delà des drames humains, la Maison Blanche a aussi été le lieu de décisions qui ont façonné le monde. C'est dans le bureau ovale, ajouté à l'aile ouest en 1909 sous la présidence de William Howard Taft, que furent prises certaines des décisions les plus lourdes de conséquences de l'histoire moderne. La décision d'entrer dans la Première Guerre mondiale, puis dans la Seconde. La décision de larguer les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. La gestion de la crise des missiles de Cuba. Ces 13 jours d'octobre 1962,
où le monde fut au bord de l'anéantissement nucléaire. Pendant ces 13 jours, John Kennedy et ses conseillers se réunirent dans la salle du cabinet, à quelques mètres du bureau ovale, pour décider de la réponse américaine à l'installation de missiles soviétiques à Cuba. Les enregistrements de ces réunions, et déclassifiés des années plus tard, révèlent la tension extraordinaire qui régnait dans ces pièces. Des voix calmes, mesurées, professionnelles, discutant de scénarios qui auraient pu conduire à la destruction de la civilisation. La Maison-Blanche, à cet instant précis, n'était plus une maison. C'était le centre nerveux d'un monde en équilibre sur le fil du rasoir. Et sous la Maison-Blanche, invisible aux visiteurs, se trouvait le bunker, le Presidential Emergency Operations Center, et construit pendant la Seconde Guerre mondiale sous la direction de Franklin Roosevelt, est un complexe souterrain fortifié, conçu pour permettre au président et à ses conseillers de continuer à gouverner en cas d'attaque contre Washington. C'est dans ce bunker que Dick Cheney, le vice-président, fut conduit le 11 septembre 2001, lorsque les avions frappèrent le World Trade Center et le Pentagone. C'est de là que furent coordonnées les premières heures de la réponse américaine aux attentats. La Maison-Blanche, ce jour-là, fut évacuée. Pour la première fois depuis l'incendie britannique de 1814, les couloirs de la résidence se vidèrent en urgence. Le personnel courut dans les escaliers, les agents du secret service crièrent des ordres, et en quelques minutes, le bâtiment le plus protégé du monde se retrouva désert, vulnérable, silencieux, comme si l'histoire, une fois de plus, rappelait que rien n'est jamais acquis, que même les murs les plus solides ne protègent pas de tout, que même le symbole le plus puissant du monde peut, en un instant, se retrouver face à sa propre fragilité. Et puis, il y a les fantômes, ou plutôt, il y a les récits de fantômes, car il est important de faire la distinction entre le fait historique et la tradition orale, entre le témoignage vérifiable et la légende qui s'enrichit au fil des décennies. La Maison-Blanche est probablement le bâtiment officiel le plus hanté du monde, si l'on en croit les témoignages de ceux qui y ont vécu et travaillé. Et ces témoignages ne viennent pas de romanciers ou de passionnés de paranormal. Ils viennent de présidents, de premières dames, de chefs d'État étrangers, de membres du personnel, de gardes de sécurité. Des personnes qui, a priori, n'avaient aucun intérêt à inventer des histoires de revenants. Le fantôme le plus célèbre est, sans surprise, celui d'Abraham Lincoln. Plusieurs occupants de la Maison-Blanche ont rapporté avoir ressenti sa présence, entendu des pas dans les couloirs, vu une silhouette dans la chambre de Lincoln, au 2e étage. Eleanor Roosevelt, l'épouse de Franklin Roosevelt, a déclaré avoir parfois senti une présence dans cette pièce lorsqu'elle y travaillait tard le soir. Elle n'a jamais affirmé avoir vu un fantôme. Elle a simplement dit qu'elle ne se sentait jamais seule dans cette chambre. Winston Churchill, lors d'une visite à la Maison-Blanche pendant la Seconde Guerre mondiale, aurait refusé de dormir une seconde nuit dans la chambre de Lincoln après y avoir vécu, selon ses propres dires, une expérience qu'il préférait ne pas détailler. L'anecdote a été rapportée par plusieurs sources, bien que les détails varient selon les versions. La reine Wilhelmine des Pays-Bas, également invitée à séjourner dans cette chambre, aurait entendu des coups frapper à sa porte en pleine nuit. En ouvrant, elle aurait aperçu une silhouette qu'elle décrivit comme celle d'un homme grand, portant un chapeau haut de forme, debout dans le couloir. Elle se serait évanouie. Là encore, l'histoire a été transmise et transformée au fil des retellings, et il est difficile de démêler le fait du mythe. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tant la véracité de ces récits que ce qu'ils révèlent sur la relation que les gens entretiennent avec ce lieu. La Maison-Blanche est chargée d'une telle densité historique, d'une telle accumulation de vie, de morts, de décisions, de drames, que l'imagination humaine y trouve naturellement un terreau fertile. Quand on dort dans une chambre où un homme qui a aboli l'esclavage a passé ses dernières nuits avant d'être assassiné, il est peut-être inévitable que l'esprit fabrique des présences, que les craquements du bois deviennent des pas, que les ombres prennent forme humaine, que le silence lui-même semble habiter. Est-ce du paranormal, ou est-ce simplement le poids de l'histoire qui pèse sur ceux qui la traversent? La question reste ouverte, et peut-être est-ce mieux ainsi. Au-delà des fantômes, la Maison-Blanche recèle des secrets d'une nature bien plus concrète, des passages souterrains par exemple.
Un réseau de tunnels relie la résidence à différents bâtiments environnants, notamment au département du Trésor, situé juste à côté. Ces tunnels, construits à différentes époques et pour différentes raisons, ont servi de voie d'évacuation, de passage discret pour les présidents souhaitant se déplacer sans être vus et, selon certaines sources, de chemins empruntés par des visiteurs qui préféraient la discrétion à la porte d'entrée. La Maison-Blanche possède également sa propre salle de cinéma, installée sous Franklin Roosevelt, sa propre piste de bowling, ajoutée sous Richard Nixon, sa propre piscine, et même un court de tennis qui a vu bien plus que des parties amicales. Chaque président a laissé sa marque, ajouté quelque chose, modifié un espace, personnalisé un détail. Et chaque fois, la maison a absorbé ces changements, les a intégrés, les a fait siens. Comme un organisme vivant qui se transforme tout en restant, en apparence, immuable. Mais revenons au présent, car la Maison-Blanche d'aujourd'hui est un lieu fascinant dans sa dualité. D'un côté, c'est la résidence la plus surveillée, qui est la plus protégée, la plus secrète du monde. Des tireurs d'élite sont postés en permanence sur le toit. Des capteurs électroniques surveillent chaque mouvement dans le périmètre. L'espace aérien au-dessus de la Maison-Blanche est une zone d'exclusion permanente. Des équipes du Secret Service patrouillent jour et nuit avec des protocoles de sécurité dont la plupart des détails restent classifiés. De l'autre côté, c'est un lieu que l'on montre au monde, un lieu que l'on ouvre aux visiteurs, un lieu que l'on filme, que l'on photographie, que l'on partage sur les réseaux sociaux. La Maison-Blanche est à la fois le secret le mieux gardé et le bâtiment le plus exposé de la planète. Et cette contradiction, loin d'être un défaut, est peut-être son essence même. Car la Maison-Blanche a toujours été cela, un lieu de transparence et d'opacité, de lumière et d'ombre, de discours publics et de conversations murmurées, de vérités proclamées et de secrets enfouis. Chaque administration y a apporté ses propres zones d'ombre. Le Watergate, sous Nixon, révéla au monde que le pouvoir, même dans la plus grande démocratie du monde, pouvait s'exercer dans le mensonge et la manipulation. Les enregistrements réalisés dans le bureau ovale, ces bandes magnétiques qui allaient coûter sa présidence à Richard Nixon, montrèrent que la Maison-Blanche n'était pas seulement un symbole de transparence démocratique. C'était aussi un lieu où l'on complotait, où l'on calculait, où l'on dissimulait. L'affaire Iran-Contra, sous Ronald Reagan, révéla des opérations secrètes menées depuis les sous-sols de l'aile ouest, à l'insu du Congrès et du public. Les mensonges sur les armes de destruction massive en Irak, sous George W. Bush, furent élaborés et présentés depuis ces mêmes bureaux. La Maison-Blanche, temple de la démocratie, a aussi été, à certains moments de son histoire, qu'à le lieu où cette démocratie a été mise à l'épreuve par ceux-là même qui étaient censés la servir. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat historique que les archives, les commissions d'enquête et les témoignages sous serment ont établi. Et c'est peut-être cela, le véritable secret de la Maison-Blanche. Non pas les fantômes, non pas les tunnels, non pas les passages dérobés, mais cette vérité simple et vertigineuse. Le pouvoir, quel que soit le cadre dans lequel on l'exerce, reste une affaire profondément humaine, avec tout ce que cela implique de grandeur et de faiblesse. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde la Maison-Blanche depuis l'extérieur, on voit une façade parfaite, blanche, symétrique, sereine. Les colonnes du portique nord se dressent avec une élégance intemporelle. Le drapeau américain flotte doucement au sommet du toit. Les jardins sont impeccablement entretenus. Tout semble en ordre, tout semble sous contrôle. Mais derrière cette façade, il y a 230 ans d'histoire. Il y a le travail de personnes qui n'avaient pas choisi d'être là. Il y a des enfants qui y sont morts. Il y a des épouses qui y ont perdu la raison. Il y a des présidents qui y ont pris des décisions qui ont sauvé des millions de vies et d'autres qui en ont sacrifié autant. Il y a des moments de gloire absolue et des heures de honte profonde. Il y a des vérités et des mensonges, des actes de courage et des calculs mesquins, des idéaux proclamés et des compromissions inavouables. La Maison-Blanche n'est ni un monstre ni un sanctuaire. Elle est le résultat d'une histoire, d'une nation, d'une idée du pouvoir qui n'a cessé d'évoluer depuis sa fondation. Elle est le miroir de l'Amérique, avec ses lumières éblouissantes et ses ombres persistantes, avec sa promesse d'égalité et son passé d'inégalité,
avec sa capacité à se réinventer et sa tendance à reproduire les mêmes erreurs. Les maisons survivent aux personnes. Elles absorbent les vies qui les traversent, les joies et les douleurs, les triomphes et les défaites. Elles gardent en elles une mémoire que les livres d'histoire ne captent qu'imparfaitement. Et la Maison Blanche, plus que toute autre demeure au monde, porte en elle cette mémoire. Une mémoire faite de pierres et de secrets, de pouvoir et de fragilité, de grandeur et de tragédie. Si l'on tend l'oreille, dans les couloirs silencieux du 2e étage, qu'est là où Lincoln marchait la nuit en cherchant le sommeil, là où Willie est mort dans son lit d'enfant, là où des décisions impossibles ont été prises dans la solitude la plus absolue, on entend peut-être quelque chose. Non pas des fantômes, mais l'écho de tout ce que cette maison a traversé. L'écho de 2 siècles de pouvoir, de deuil, d'espoir et de désillusion. Et cet écho, il ne s'éteindra pas. Parce que tant que cette maison existera, tant que des hommes et des femmes continueront d'y entrer pour y exercer le pouvoir, l'histoire continuera de s'écrire entre ses murs, avec ses lumières et avec ses ombres. Merci de nous avoir accompagnés. Reposez-vous bien. Il y a un dernier aspect de la Maison Blanche dont on parle rarement, et qui pourtant mérite que l'on s'y attarde. C'est la question de ce que cette maison fait aux gens qui y vivent. Non pas ce qu'ils y accomplissent, non pas les lois qu'ils y signent ou les discours qu'ils y prononcent, mais ce que le simple fait de résider dans ce lieu fait à un être humain, jour après jour, année après année. Car vivre à la Maison Blanche, c'est vivre dans une cage dorée. Une cage immense, luxueuse, équipée de tout le confort imaginable, mais une cage tout de même. Les présidents et leurs familles ne peuvent pas sortir faire une promenade. Ils ne peuvent pas aller acheter du pain au coin de la rue. Ils ne peuvent pas ouvrir une fenêtre sans que le secret service en soit informé. Chaque déplacement est planifié, encadré, sécurisé. Chaque rencontre est surveillée. Chaque conversation est potentiellement enregistrée, archivée, susceptible d'être un jour rendue publique. Harry Truman, qui aimait les longues marches matinales, tenta pendant un temps de maintenir cette habitude après son installation à la Maison Blanche. Il sortait tôt le matin, accompagné d'agents du Secret Service, et marchait dans les rues de Washington. Mais très vite, ces promenades devinrent impossibles. Les badauds s'attroupaient, les journalistes le suivaient. Les agents nerveux scrutaient chaque passant, chaque fenêtre, chaque voiture. Truman finit par renoncer. La Maison Blanche était devenue sa prison. Une prison confortable, certes, mais une prison quand même. Et ce sentiment d'enfermement, de nombreux présidents l'ont exprimé, chacun à sa manière. Lyndon Johnson parlait des murs qui se refermaient sur lui. Richard Nixon errait seul dans les couloirs la nuit, parlant, selon certains témoignages de son personnel, aux portraits des anciens présidents accrochés au mur. Est-ce vrai ? Difficile à dire avec certitude. Mais le fait même que cette image soit plausible en dit long sur ce que la Maison Blanche peut faire à l'esprit de celui qui l'habite. L'isolement du pouvoir suprême, combiné à la pression constante, au poids des décisions, à l'impossibilité de mener une vie normale, crée un environnement psychologique que peu d'êtres humains sont réellement préparés à affronter. Et les premières dames, souvent oubliées dans les récits historiques, ont peut-être souffert plus encore, car elles n'avaient pas choisi le pouvoir. Elles avaient épousé un homme, pas une fonction, et pourtant, du jour au lendemain, elles se retrouvaient propulsées dans un rôle public, scrutées, jugées, critiquées, sans avoir le pouvoir réel de changer quoi que ce soit. Jackie Kennedy, après l'assassinat de son mari à Dallas, dut quitter la Maison Blanche en quelques jours pour laisser la place à la famille Johnson. Elle qui avait redécoré la résidence avec un soin méticuleux, restaurant des pièces historiques, recherchant des meubles d'époque, créant une identité visuelle pour la Maison Blanche qui perdure encore aujourd'hui, dut emballer ses affaires et partir, emportant avec elle le souvenir de la journée la plus terrible de sa vie. La Maison Blanche ne fait pas de sentiments. Elle accueille et elle congédie. Elle ouvre ses portes et elle les referme. Elle appartient à tout le monde et à personne. Et c'est peut-être cette impermanence qui la rend si fascinante. Car contrairement aux châteaux européens, qui ont souvent été le domaine d'une seule famille pendant des siècles, la Maison Blanche change d'occupant tous les 4 ou 8 ans.
Chaque famille y arrive avec ses habitudes, ses goûts, ses enfants, ses animaux de compagnie, et tente de s'y créer un semblant de normalité. Les Kennedy y amenèrent des poneys et une aire de jeu pour leurs enfants. Les Obama y installèrent un potager. Les Clinton y firent résonner la musique de Fleetwood Mac. Chaque famille tente de laisser sa marque, d'humaniser ce lieu surdimensionné, de le rendre habitable, vivable, un tant soit peu chaleureux. Et puis ils partent. Et la famille suivante arrive. Et tout recommence. Les meubles changent parfois de place. Les rideaux sont remplacés. Les photos de famille sur les étagères sont différentes. Mais les murs, eux, restent les mêmes. Les mêmes murs qui ont vu Washington superviser leur construction sans jamais y vivre. Les mêmes murs que les Britanniques ont tenté de détruire par le feu. Les mêmes murs que Truman a fait étayer par de l'acier pour éviter qu'ils ne s'effondrent. Les mêmes murs, toujours debout, qui est toujours blanc, toujours impassible. Il y a quelque chose de profondément philosophique dans cette permanence. La Maison-Blanche dure, les hommes passent, les présidents arrivent pleins d'énergie, de projets, de convictions. Ils repartent vieillis, fatigués, souvent brisés par le poids de ce qu'ils ont dû porter. Les photographies de début et de fin de mandat sont, à cet égard, saisissantes. Obama entra à la Maison-Blanche avec des cheveux noirs. Il en ressortit avec des cheveux gris. En 8 ans. La maison use ceux qui l'habitent. Elle les consume lentement, imperceptiblement, comme un feu qui brûle à l'intérieur des murs. Et pourtant, ils veulent tous y entrer. Ils se battent pendant des mois, dépensent pour des fortunes, sacrifient leur vie privée, leur tranquillité, leur anonymat, pour le privilège de franchir cette porte et de s'asseoir derrière ce bureau. Parce que la Maison-Blanche représente quelque chose qui dépasse le confort et la sécurité. Elle représente le pouvoir de décider, le pouvoir de changer les choses, le pouvoir de laisser une trace dans l'histoire. Et face à cette promesse, les murs blancs, les fantômes, les drames, les secrets, tout cela semble un prix acceptable à payer. Du moins, c'est ce que l'on croit en entrant. La réalité, comme toujours, est plus nuancée. Aujourd'hui, la Maison-Blanche coûte environ 400 millions de dollars par an à maintenir et à sécuriser. Ce chiffre inclut le personnel, la sécurité, l'entretien des bâtiments et des jardins, les frais de fonctionnement quotidien. 400 millions de dollars, chaque année. Pour une maison, c'est le coût du symbole, le coût de l'idée que le pouvoir doit avoir un lieu, un ancrage, une adresse. Et les Américains, dans leur immense majorité, acceptent ce coût. Parce que la Maison-Blanche n'est pas seulement la maison du président, c'est leur maison, la maison du peuple, comme on l'appelle parfois. Un lieu qui appartient à la nation tout entière, et que le président n'occupe que temporairement, en qualité de locataire, pas de propriétaire. Cette idée, profondément démocratique dans son principe, est l'une des plus belles contributions de l'Amérique à l'histoire politique de l'humanité. L'idée que le pouvoir suprême n'est qu'un prêt, que la maison du chef de l'État appartient au peuple, que celui qui y vit n'en est que le gardien provisoire. Mais comme toutes les belles idées, elle se heurte à la complexité du réel. Car dans les faits, la Maison-Blanche est aussi le lieu le plus opaque du pays, le lieu où les décisions les plus importantes sont prises à huis clos, le lieu où les secrets d'État sont gardés dans des coffres forts que personne ne peut ouvrir sans autorisation, le lieu où la transparence démocratique trouve ses limites, nécessairement, inévitablement. Et c'est cette tension permanente entre l'ouverture et le secret, entre l'idéal et la réalité, entre la lumière de la façade et l'obscurité des coulisses, qui fait de la Maison-Blanche un lieu si singulier. Si l'on devait résumer 230 ans d'histoire en une seule phrase, on pourrait dire ceci. La Maison-Blanche est le lieu où l'Amérique se raconte à elle-même l'histoire qu'elle veut croire. Et en même temps, c'est le lieu où cette histoire se défait, se contredit, se révèle dans toute sa complexité. Les pierres posées par des mains qui n'étaient pas libres soutiennent toujours les murs. Les couloirs où des enfants sont morts résonnent toujours de pas. Les salons où furent prises des décisions qui ont changé le monde sont toujours meublés, éclairés, prêts à servir. Et chaque matin, un nouveau jour se lève sur Pennsylvania Avenue. La lumière du soleil frappe la façade blanche et pendant un instant, tout semble parfait, tout semble en ordre, tout semble simple.
mais rien ne l'est. Rien ne l'a jamais été. Et c'est peut-être cela qui rend cette maison si fascinante. Non pas sa perfection, mais ses fissures. Non pas sa blancheur, mais ce qu'elle recouvre. Non pas son pouvoir, mais sa fragilité. Car au fond, la Maison Blanche n'est qu'une maison. Une maison construite par des hommes, habitée par des hommes, traversée par tout ce que les hommes portent en eux de meilleur et de pire. Et comme toutes les maisons, elle survivra à ceux qui l'habitent. Elle sera là demain. Et après-demain. Et dans 100 ans. Toujours blanche, toujours debout, toujours gardienne de ses secrets. Les maisons ne parlent pas. Mais si celle-ci pouvait le faire, elle aurait tant à nous dire. Sur le pouvoir et sur la solitude, sur la gloire et sur le deuil, sur les promesses tenues et les promesses trahies, sur ce que nous sommes, vraiment, derrière les façades que nous construisons pour le monde. Merci d'avoir été là. Reposez-vous. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, partagez-la. Les histoires méritent d'être racontées, surtout celles que l'on préfère oublier. Bonne nuit